Merci d'être resté avec nous. GPA, 3 lettres qui désignent la gestation pour autrui. Cette technique de procréation médicalement assistée se définit, vous l'avez vu toute cette semaine, par le recours à une mère porteuse. Alors si dans certains pays la GPA est tout à fait légale, en France elle reste strictement interdite. Et pour contourner cette législation, certains couples français n'hésitent pas à se rendre à l'étranger, une pratique qui soulève évidemment des questions éthiques et morales. D'un point de vue médical, la GPA consiste à implanter un embryon issu d'une fécondation in vitro dans l'utérus d'une mère porteuse. Alors cet embryon est obtenu à partir des gamètes du couple qui a recours à la gestation pour autrui ou à partir de donneurs. La mère porteuse n'est donc pas génétiquement liée à cet embryon, elle a juste un rôle de gestatrice. La gestation pour autrui est envisagée comme solution par des couples homosexuels mais aussi hétérosexuels lorsque la femme n'est pas en mesure de porter un enfant. C'est le cas par exemple des femmes qui sont nées sans utérus, de femmes ayant subi une hystérectomie ou encore de celles présentant une malformation utérine. Alors comment se déroule une GPA, une gestation pour autrui? Que dit la loi française? Quelles questions éthiques pose-t-elle? Pour répondre à vos questions, deux invités sont présents sur ce plateau. Marianne Frison-Roche, qui est professeure de droit à Sciences Po Paris. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes contre la GPA, je peux le dire comme ça? Tout à fait contre. Voilà, pour des raisons légales et éthiques, on va en reparler. Et puis nous accueillons également le professeur Israël Lisan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes gynécologue obstétricien au CHU de Strasbourg et vous êtes favorable à cette gestation pour autrui dans certaines conditions. Au cas par cas. Au cas par cas, on va y revenir. Quels sont les pays européens qui autorisent la GPA? Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ce que dit la loi. En France, la GPA est interdite par le Code civil et elle est punie par le Code pénal. Alors légalement, les enfants issus de mères porteuses ne peuvent pas prétendre à la nationalité française. Pourtant, dans les faits, il y a des exceptions. Alors que dit exactement cette loi? Vous voyez le point fait par Nikita Matras et Hervé Droguet. En France, la GPA est strictement interdite par la loi. Déjà en 1991, la Cour de cassation condamnait le recours aux mères porteuses au motif de l'indisponibilité du corps. En clair, le corps humain ne peut pas être considéré comme un objet qui pourrait donner lieu à un contrat ou une convention. Depuis 1994, l'interdiction de la GPA est inscrite dans le Code civil. L'article 16, alinéa 7, stipule que toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle. Cette loi s'appuie sur la notion de respect du corps humain et de préservation de la dignité. Des sanctions sont également prévues par le Code pénal. Le fait dans un but lucratif de s'entremettre entre une personne désireuse d'adopter un enfant et un parent désireux d'abandonner son enfant, né ou à naître, est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Pour contourner la législation, certains couples n'hésitent pas à se rendre à l'étranger dans les pays autorisant les mères porteuses. À leur retour sur le territoire français, se pose la question de la filiation. Le couple peut-il être reconnu comme parent de l'enfant issu de la GPA? Si l'on s'en tient scrupuleusement au texte de loi, la réponse est non. Même chose en ce qui concerne l'obtention de la nationalité française. Mais le droit évolue et certaines décisions de justice vont à l'encontre de ces lois. En 2013, Christiane Taubira, alors ministre de la Justice, a diffusé une circulaire au procureur. Elle facilite la délivrance d'un certificat de nationalité française aux enfants nés d'une GPA à l'étranger. En 2015, la Cour de cassation a estimé que l'État français devait retranscrire sur l'état civil le lien de filiation entre l'enfant et celui qui a donné son sperme, considéré comme le père biologique. Cette décision intervient au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant. Ainsi, bien que la GPA reste interdite en France, la justice tolère la reconnaissance de la filiation avec le père biologique et l'inscription de l'enfant sur les registres d'état civil. Alors si la France interdit cette GPA, ce n'est pas le cas de tous les pays d'Europe. On va le voir sur une carte. En rouge, les pays où la GPA est strictement interdite, comme en France. C'est le cas notamment, vous le voyez, de l'Allemagne, Italie, Espagne. En orange, les pays où il n'y a pas d'interdiction formelle. La GPA est tolérée par exemple en Belgique ou aux Pays-Bas. Et en jaune, la Grèce et le Royaume-Uni, les pays qui autorisent le recours aux mères porteuses, mais uniquement lorsqu'elles ne sont pas rémunérées. On parle alors de GPA, de gestation pour autrui altruiste. En Europe, seule la Roumanie, ici en vert, autorise la GPA à des fins commerciales. Et plus à l'est, c'est aussi le cas de l'Ukraine et de la Russie. Alors déjà une première question, Marianne Frison-Roche, l'Europe n'existe pas là?
dans ce domaine? L'Europe est économique, donc pour l'instant, hélas, non. L'Europe n'existe pas. On aurait pu espérer, par exemple, que la Cour européenne des droits de l'homme défende les femmes et les enfants, évite que les femmes ne soient obligées de se vendre, que les enfants ne soient cédés. Mais non, l'Europe, effectivement, pour l'instant, n'existe pas. L'Europe pourrait aussi décider de généraliser ce que Michel vient de dire, la gestation pour autrui. Altruiste. Est-ce que ça serait une solution? C'est-à-dire gratuite. Ouais. C'est-à-dire des femmes qui se sacrifient, qui mettent leur corps en danger et cèdent leurs enfants par goût du sacrifice? C'est ça que vous voulez dire? Alors qu'est-ce qui se passe en Mais Angleterre? c'est leur sacrifice à elles. Personne Leur ne les oblige. sacrifice, Dans ce pourquoi? cas-là. Parce Non, c'est vous que qui dites ce sont sacrifice. des femmes et que les femmes doivent se sacrifier? Ce serait ça l'idée? Je pense que le législateur, par exemple français, n'a pas voulu à ce point sacrifier les femmes en leur expliquant que leur fonction, c'est de se sacrifier. Non. Et le législateur a préféré protéger les femmes et éviter qu'on ne cède les enfants, même gratuitement. Alors Israël Nizan, est-ce que cette GPA altruiste existe ou est-ce que derrière il y a, je sais pas, des dessous de table qui sont versés? C'est quoi l'expérience en Angleterre par exemple? Moi, j'étais assez opposé au début de ma carrière à la GPA et je dois dire qu'il fut un temps où c'était possible. Et m'étant approché de mères porteuses, la moitié d'entre elles m'avaient dit qu'elles le faisaient pour l'argent, l'autre moitié par générosité. Mais je me dois de dire que le fait de recevoir des couples, le fait de voir la détresse qu'il peut y avoir à se faire enlever son utérus à 30 ans pour un cancer du col de l'utérus, le fait de voir à quoi les couples français arrivent aujourd'hui, vendent maisons et biens pour pouvoir faire une GPA à l'étranger, le fait de voir des cas, notamment des cas entre sœurs, où il n'y est pas question d'argent, m'a convaincu que... Pardon, des cas entre sœurs, c'est-à-dire que une sœur sœur portant pour sa sœur. comme ça, sans que personne ne soit au courant finalement. Alors, sans que personne ne soit au courant, ça existe depuis toujours. C'est ce qu'on appelle la substitution d'identité. Et là, tout le monde a fermé les yeux. Une femme arrive dans une maternité, donne la carte d'identité d'une autre femme, elle est inscrite sur le livret de famille. Et cette substitution d'enfants, j'y suis bien sûr opposé, mais elle existe depuis toujours. Et tout le monde le sait. Mais aujourd'hui, on peut faire autrement. Et donc, il y a des sœurs qui portent pour leur sœur qui a perdu un utérus ou qui a une malformation utérine. Mais il y a également, et ça m'est arrivé de voir une patronne porter l'enfant de son employé parce que, disait-elle, ce qui lui était arrivé, une catastrophe obstétricale où elle avait perdu et l'enfant et l'utérus, ne lui convenait pas et qu'elle voulait l'aider et elle a tout payé. Donc j'ai vu l'inverse et je dois dire que ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi la France se permet d'interdire qu'elle protège les femmes et qu'elle protège les enfants, oui. Mais dire, moi je sais ce qui est bon pour vous et je t'interdis de le faire, ainsi tu le fais, tu vas avoir des ennuis, ça c'est très grave. Ce que vous décrivez, Israël Nizan, c'est ce que vous appelez le cas par cas, parce que là ce sont des cas effectivement altruistes, par générosité, la patronne pour son employé, la sœur pour sa sœur, ça on est d'accord. Mais je crois que ce qui vous fait peur, vous, c'est à la limite pas ces cas qui sont, justifié ou pas, mais c'est le fait qu'on va aller vers une dérive de commercialisation du corps. Pourquoi s'arrêter juste à ces cas vraiment par générosité? C'est surtout comment fait-on la loi? Est-ce qu'on prend un cas qui réussirait, tout à coup une patronne qui est sensibilisée au cas de sa très gentille et très malheureuse employée, tout le monde étant formidable et très gentil, on prend ce cas, peut-être assez marginal, et pour cela, on fait une loi générale qui est de dire « vous faites comme vous voulez ». Et si vous faites comme vous voulez, dès l'instant que tout le monde est d'accord, vous avez les entreprises qui arrivent et qui font un marché des femmes et des enfants. La loi, c'est général. On ne peut pas prendre un cas particulier qui très certainement existe et qui marche bien, mais qui est très résiduel, et on en fait un cas général. La loi, c'est général. On ne peut pas. La loi, c'est général. Oui, sur le général de la loi, nous avons 2 cas par cas qui marchent fort bien en France. 10 000 femmes demandent l'avortement de leur enfant mal formé, 7 000 l'obtiennent. La loi ne s'est pas mêlée de nous dire qu'un nain, il faut l'avorter et qu'un bec de lièvre, il faut le laisser. Elle a confié à des comités pluridisciplinaires la fonction de dire quels sont les enfants qui peuvent
être avorté et la décision est d'une lourdeur terrible. Puis un autre exemple, c'est la recherche sur les volontaires sains. C'est du cas par cas. Ça marche très bien. Quand on regarde a posteriori, ça dérape pas. Il faut faire confiance aux Français. On va prendre quelques questions des téléspectateurs parce qu'ils ont beaucoup de questions très concrètes. Que faire en cas de fausse couche ou s'il arrive quelque chose à la mère porteuse lors de l'accouchement? Pour moi, c'est extrêmement clair parce qu'il se trouve qu'il y a beaucoup de femmes mères porteuses qui accouchent dans mon institution. Et tout ce qui se passe avec l'enfant et avec la grossesse est du ressort de la femme qui porte l'enfant en son sein. Et il me semble complètement fou de vouloir faire autrement, y compris une décision d'amniosynthèse, y compris une décision de césarienne, y compris une décision d'interruption de grossesse pour malformation. Toutes ces décisions ne peuvent pas être prises de manière distanciée par le couple d'intention, elles ne peuvent être prises que par la femme qui porte l'enfant. C'est pas du tout résolu comme ça. C'est résolu par le contrat. Car tout ça, c'est du droit. Ce sont les agences qui organisent tout. Ce sont des avocats payés par les entreprises qui rédigent tout par contrat. Et donc, dans le contrat, il est bien dit que ce sont les commanditaires, ceux qui payent, qui doivent décider de tout. Alors, bien entendu, il y a soit des lois, soit la force du fait, qui fait que c'est la mère qui décide à la fin ce qu'elle fait. Mais attention, si jamais, par exemple, elle décide de faire une interruption volontaire de grossesse, ou bien de ne pas la faire, elle pourra, mais alors il faudra qu'elle verse des dommages et intérêts. Et ces dommages, elle est pauvre, alors elle ne pourra pas. Et là, vous avez la seule loi qui marche, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Justement, en Angleterre. Ah, en Angleterre, je croyais que c'était une GPA éthique. Vous n'avez de l'argent partout. Qu'est-ce qui se passe si la mère meurt, la mère porteuse meurt en cours de grossesse? À cause de la grossesse. À cause de la grossesse. De toute façon, une femme qui décide de porter pour une amie ou pour quelqu'un de proche, elle sait qu'elle s'expose à ce risque-là. Je vais vous poser la question, et si un donneur de foie meurt? Eh bien, ça s'est produit il y a 3 ans. Quelqu'un qui donnait du foie, un lobe de foie, est décédé en cours d'intervention de prélèvement du lobe de foie. Ça avait été évoqué, tout le monde avait dit ça ne peut pas se passer. Tout peut se passer en médecine. La médecine et l'accouchement, c'est des moments de danger. Mais je pense qu'on ne peut pas dire aux gens, n'allez pas faire de la varap, vous risquez de mourir. La différence, c'est que quand on donne un foie, c'est qu'il y a un risque vital pour la personne à qui on donne. Là, on est sur une grossesse et sur ce fameux droit à l'enfant qui est très prégnant dans notre société aujourd'hui. C'est qu'on n'imagine pas, et c'est très compliqué à dire aux gens qui n'en ont pas d'enfants et qui veulent en avoir, mais on n'imagine pas pouvoir vivre sans enfants. Ça, c'est un vrai souci aujourd'hui. Les gens qui vous écoutent n'acceptent pas qu'on parle de droit à l'enfant. C'est une telle souffrance de ne pas pouvoir avoir d'enfants que... Bien sûr, quand on a soi-même des enfants, on peut parler du droit des enfants des autres. Évidemment, c'est pour ça que je prenais des précautions. Je prends leur défense ici. Ne pas pouvoir avoir d'enfants quand on en souhaite, ça peut être une souffrance insurmontable. Oui, mais on va... Je voudrais juste souligner que là, on a parlé comme si c'était la même chose, des organes. L'enfant n'est quand même pas un organe, premièrement. Deuxièmement, le cas que vous avez cité, mais c'est prévu par les contrats. Dans les contrats, il y a une clause disant que la mère porteuse qui signe dit que si jamais elle meurt, surtout, elle renonce à tout droit, notamment au droit pour les autres enfants qu'elle a de recevoir toute indemnisation. Si elle meurt, il ne se passe rien. Les contrats dont vous parlez sont les contrats, par exemple, qui sont signés en Inde? Partout. Ils sont signés pareil, ils sont standardisés, ils ont déjà été élaborés, ils sont mondiaux. Israël Nisand, il y a un argument de ceux qui sont contre la GPA et qui comprennent pourtant très bien la détresse des parents qui ne peuvent pas avoir d'enfants, c'est qu'on peut adopter un enfant aujourd'hui. Et cette adoption aujourd'hui qui est très compliquée dans notre pays, et tout le monde le dénonce, il y a plein d'enfants qui sont malheureux de ne pas avoir de parents. Aujourd'hui, on peut proposer à des gens qui sont en mal d'enfants, ce droit à l'enfant, cette solution, sans passer par la gestation pour autrui. Je la proposais il y a 10 ans parce que c'était raisonnable. Je n'ose plus la proposer aujourd'hui. Les pays signent les uns après les autres la Convention de La Haye. Il y avait 6000 adoptions internationales il y a 10 ans. On vient de passer à 800 par an pour la France. Donc les parents
qu'on engage dans cette voie vont se heurter comme des mouches à une vitre. Les pays, au fur et à mesure, signent cette convention qui prévoit que les enfants doivent être adoptés dans le pays où ils ont été abandonnés. Et donc c'est en France qu'il faut faire un travail pour que les plus d'enfants soient adoptables. Je pense que la loi doit changer ici. Il n'y a plus d'enfants adoptables et la solution qui consistait à dire « mais adoptez donc » n'est plus une vraie solution. Que se passe-t-il si le fœtus est atteint d'une malformation? Alors que disent les fameux contrats pour l'instant? Non seulement il y a beaucoup de contrats avec les stipulations écrites, mais il y a surtout beaucoup de procès. Il y a beaucoup de procès car effectivement il y a ce que désormais on appelle les produits non conformes, les enfants trisomiques, les enfants atteints d'une maladie qui va rendre la vie quotidienne si pénible et assez souvent les acheteurs refusent l'enfant. Et donc à ce moment-là... Le contrat fait qu'on n'a pas le droit de refuser. Oui, et mais puis ce il sont leurs suffit de gènes. ne pas prendre l'enfant et ils ne le prennent pas. Et donc il y a un cas qui a ému l'opinion publique car le couple australien a refusé, mais généralement, pour être bien sûr d'avoir le produit, on en fait fabriquer plusieurs en même temps, donc des jumeaux ou 3 enfants, c'était 2 jumeaux, le couple a pris l'enfant qui marchait bien, a refusé l'autre et la mère porteuse, qui est une mère, a gardé l'enfant. Et là, bien entendu, il y a eu un procès. Car désormais, il y a des procès chaque jour. On va voir un extrait d'un in vivo qu'on vous avait diffusé il y a plusieurs semaines, juste sur cette histoire de grossesse. J'ai perdu la question à force, mais ça va revenir. Vous m'aidez pas. Non, je ne sais pas. Attendez, ça va revenir. Je cherche dans mon hippocampe là. Oui, non, c'était pas sur la malformation, mais ça va revenir. On regarde l'extrait. Vous avez quelque chose pour la mémoire, Israël Nissan? Oui, il y a maintenant des nouveaux enzymes qui nettoient la mémoire. C'est vrai. Alors, vous savez quoi, je vais me nettoyer pendant le reportage et je vous poserai la question après. Donc on va regarder un premier extrait d'un in vivo consacré à la gestation pour autrui qu'on vous avait montré en octobre dernier, qui pose la question de la place de la mère porteuse dans la vie de l'enfant. On va retrouver Amy qui a porté pendant 9 mois le bébé de Sarah, devenue amie. Les 2 femmes ont décidé de rester en contact après la naissance d'Oscar. Amy fait même régulièrement le voyage depuis les États-Unis pour voir le petit garçon à Paris. L'attachement de Sarah à son bébé a été immédiat. Amy, elle, était consciente qu'elle devait garder une distance avec le bébé qu'elle portait. Elle savait que s'en séparer à la naissance serait une épreuve. Le moment de la séparation m'inquiétait, avant même d'être enceinte. C'est clairement la première chose à laquelle tu penses quand tu portes l'enfant de quelqu'un d'autre et que tu sais que tu ne vas pas le garder. Je n'osais pas toucher le bébé. J'avais besoin de voir le bébé avec sa maman. Et quand tu décris ces premières sensations avec ton enfant, moi je ne voulais pas ressentir ça. Je voulais que ça n'appartienne qu'à toi. J'avais peur d'éprouver des émotions interdites. Si j'avais senti cet enfant, je n'aurais jamais voulu te le rendre. J'ai vu que tu prenais pas Oscar dans tes bras pendant les premiers quelques jours. Et puis j'ai vu aussi qu'un jour, quelques semaines après sa naissance, tu as pu prendre dans ses bras sans que ça te déchire. C'était surtout de la protection. Je voulais être sûre de ne pas être blessée. Et après ces quelques semaines, je me suis dit, mais non, je l'aime et tout va bien. C'est bien de l'aimer. Ah, le truc rouge là-bas? C'est important pour moi de passer du temps avec Oscar, surtout en tête-à-tête. Ça me fait du bien. Je vois quel genre de garçon il est en train de devenir et ça me rend fière qu'il soit là et d'avoir joué un rôle dans son existence. Il n'est pas à moi, il n'est pas issu de moi, il n'est en aucune façon relié génétiquement à moi. Je suis connectée à lui parce qu'on a passé 9 mois ensemble et que je l'ai aidé à se développer et je l'aime pour ça. Je le connais bien, mais il ne fait pas partie de ma famille. Alors, c'est pas forcément une question ni de droit ni de médecine, presque une question de psychologie. Vous n'êtes pas psychologue de formation, mais j'aimerais avoir votre avis sur cette famille qui se crée finalement de façon un peu bizarre. Il y a une mère porteuse qui est un peu mère quand même, qui vient régulièrement. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut vous inquiéter, Israël Nissan? Moi, je vois des familles où une GPA s'est produite par contiguïté, non pas par contrat, mais par
vrai lien de solidarité entre deux femmes qui décident de s'entraider. La mère porteuse me dit pendant la grossesse, moi je suis une nounou prénatale. Est-ce que c'est plus honteux d'être une nounou prénatale qu'une nounou postnatale? Je suis à tous les anniversaires, je suis la nanny, et quelle nanny? Je suis une super nanny. Et l'enfant est au courant de ce qu'il a été porté par cette femme-là, qui fait partie de son environnement familial. Je ne vois pas le problème moral de ce type de GPA. En revanche, je rejoins Madame Frison-Roche totalement, je suis opposé avec virulence à ce qu'on peut voir en Inde, à ce qu'on peut voir dans des pays à contrat, parce que, comme vous, je n'accepte pas la réification de l'être humain. Et récemment, je voyais une femme dans ma ville qui m'a dit, vous savez, j'ai payé 2 fois plus cher une blague de San Francisco pour que je n'ai plus rien à voir avec elle après. C'est ça que je ne souhaite pas. Or, on pousse les femmes de France dans cette option-là, et ça, c'est catastrophique. La catastrophe arrive, voilà. Nous y allons en plein. C'est-à-dire que peut-être nous allons avoir 2 sœurs qui, en réalité, en marge du droit, vont céder, oui. Mais qu'est-ce que nous arrivons en disant? Vous avez un droit à l'enfant, votre désir d'enfant, votre mal d'enfant se transforme en droit à l'enfant. Nous allons avoir des charters qui, parce qu'ils ne peuvent plus partir en Inde, vont partir au Népal, parce qu'ils ne peuvent plus partir au Népal, vont partir dans des pays de plus en plus pauvres. Et nous allons avoir exactement ce que vous décrivez, c'est-à-dire une vampirisation des pauvres par les riches et des pays qui petit à petit vont fermer leurs frontières. Ça s'appelle une mise en esclavage, une vampirisation des femmes et des enfants. Et comme vous le dites fort bien, les êtres humains ne sont pas des choses. Ne parlez pas au futur, ça a lieu. Ça a lieu parce qu'une femme française qui est dans cette situation, on ne lui offre même pas la possibilité de discuter. Elles ne viennent pas nous voir. Elles vont sur Internet, trouvent une mère porteuse française et s'en vont à l'étranger. Ce que dit M. Nizan, c'est que s'il n'y a pas une loi internationale ou une réglementation mondiale, de toute façon... c'est peut-être parce que le professeur Nizan, étant professeur de médecine et non pas professeur de droit, ne croit pas au droit. Mais moi, étant professeur de droit, je crois au droit. Premièrement, je crois au droit français. Il y aura toujours des pays qui l'autoriseront. Ah, mais il y a toujours quelques pays qui ne respectent pas les êtres humains et qui acceptent la vente des êtres humains. Ça, c'est vrai. Mais moi qui crois au droit, d'abord, je crois à la puissance du droit français. Le droit français peut très bien sanctionner des sites. Le droit français peut les atteindre, on le voit dans d'autres branches. Deuxièmement, je crois à la possibilité d'une convention internationale effective où les États civilisés, par exemple les États européens, peuvent s'unir et faire en sorte que, effectivement, on interdise qu'en Europe, on ait ce comportement-là. Oui, on peut croire encore au droit, à sa capacité à faire en sorte que les êtres humains ne soient pas des choses vendables. Et on peut croire aussi au fait qu'on puisse protéger l'Afrique, l'Inde. Oui, on peut le croire. Je cite juste le témoignage de Pascal qui nous dit « La GPA fait débat, mais son interdiction crée des inégalités. Il faut avoir les moyens d'aller à l'étranger et engendre l'exploitation de femmes pauvres. » C'est un témoignage. Les pays comme le nôtre ont une prétention formidable à donner des leçons à la planète entière. Je crois au droit, mais je ne crois pas à la supériorité des Français sur les autres. Et lorsqu'on dit ce que vous venez de dire aux Américains, aux Californiens, ils éclatent de rire. Donc la France réglemente, mais elle peut juste réglementer dans ses frontières, heureusement. J'ai eu accès à mon hippocampe. C'est revenu. Ça la question que je voulais poser. Non, mais ça m'inquiétait. Il n'y a aucune raison, mais donc la gestation pour autrui, on le rappelle, c'est un œuf, donc la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule, qu'on va ensuite implanter dans l'utérus dans lequel il va se développer. Est-ce qu'il y a plus de malformations fétales dans les grossesses, dans les gestations pour autrui, que dans les grossesses dites normales, enfin chez la mère porteuse, chez la mère biologique? D'après ce que j'ai pu lire, c'est exactement la même chose. Il y a un peu plus d'hypertension artérielle, car il n'y a aucune communauté de gènes entre l'embryon dans l'utérus et les gènes de la femme. Comme il y a un peu plus de toxémie chez les femmes qui ont un don d'ovule. Le don d'ovule, la femme n'a aucun lien génétique avec... Toxémie, c'est l'hypertension chez la femme enceinte. Ouais. Il y a un tout petit peu, mais pas significatif. Pas tant que ça. Écoutez, merci beaucoup. On arrive déjà au terme de cette émission. On aurait pu rester une heure. Oui, je pense qu'on aurait pu discuter pendant très longtemps. Merci à tous. On va continuer après le éclairage. Lundi, ce sera le retour de Marina. Vous serez là, Michel? Oui, bien sûr. Moi, je suis là tout le temps, moi. Parfait. Et dans le je tiens à la maison. Vous parlerez
certains jours. Et vous parlerez des vertiges. Mais même quand je suis pas là, je suis pas loin. Ah ben j'imagine bien. Voilà, on se retrouve lundi. Passez un très bon week-end et merci Benoît de m'avoir accompagné. C'était un Je suis sûr que vous étiez content. Ah ben évidemment, comme toujours. Bon week-end à tous.